Bienvenue à Défaire le monde. Je m'appelle Colin Boudria. Je m'appelle Emma. Très content que tu sois de retour, Emma. Ouais, moi aussi. Et oui, désolé pour le long break à tout le monde. On avait des trucs à gérer, des trucs personnels. C'est un podcast où on pose des questions un peu absurdes ou un peu battées à des experts. La question de cette semaine, Emma. Et jusqu'où on devrait se casser les couilles pour sauver l'environnement? À quel point ça vaut la peine de faire du négatif pour sauver l'environnement? Oui, ben en fait, à quel point c'est ça, jusqu'où on peut aller pour sauver l'environnement, à quel point est-ce qu'on peut imposer ça à tout le monde qui s'en fout. C'est un peu ça comment je la voyais au début. Ouais, bah t'as pas le bat. J'ai pas. Quand On parle de bat. Qu'est-ce qu'il a, mon bat? On en discute avec Martin Ariola, qui est Prof de philo au cégep. Prof de philo au cégep, qui a un doctorat en philosophie, qui a fait un livre aussi qui a écrit un livre qui s'appelle L'éthique comme manière de vivre. Il fait de la musique aussi. Oui, il est musicien sous le nom Ariola. Vous pouvez le trouver sur Spotify. Et il est super sympa. Et il déconstruit vraiment les questions comme un bon philosophe. Oui. On répond à la question à partir de la 45e minute de la conversation, je pense. Ça m'a vraiment rappelé mes cours de philo. Oui. Tu pars vraiment de rien, là. Oui. Tu te demandes si tu manges des céréales ou des toasts le matin, puis t'es comme, oui, mais qu'est-ce qu'une toast? Qu'est-ce qu'une miette? Est-ce que t'as vraiment besoin de manger? Mais ceci dit, je pense que la partie où on déconstruit la question, c'est le bout le plus intéressant de l'épisode. Fait que ça a vraiment été utile de le faire. Café Limo, on est les seuls. On est les seuls où il n'y en a pas des masses, sinon. Parce qu'on est commandité par Café Limo, qui est un... Mais c'est vrai qu'on est les seuls, vu que c'est toi qui les as... Oui, mais je pense qu'il y a un autre podcast qui commandite depuis, mais on était les premiers, en tout cas. Et on les adore, parce que c'est un produit que j'adore, qui est un mélange de café et de limonade. C'est vraiment super bon. Un délice. Oh, et toi, t'as bu le gingembre. Ouais. C'était notre dernier gingembre. Au début, je leur ai dit qu'on aimerait moins les gingembres, mais non, ils sont passés super vite, fait que, ouais. Non, super bon. Je me souviens même plus comment il goûte le normal, vu que c'est moi qui ai bu tous les gingembres. Mais ouais. Non, j'aime ça. On est aussi commandité par Eros et compagnie. Ça, c'est ceux qui commanditent 12 000 podcasts. Et l'entente qu'on a, c'est que nous, on essaye de plugger dans les conversations avec les gens hyper intelligents qu'on reçoit, soit dildo, soit vibrateur dans la conversation. C'est rough. Si oui, on peut garder... C'est très gênant. Si oui, on peut garder un jouet sexuel de Eros, sinon on est obligé de le donner à l'invité, ce qui est des fois encore plus gênant. Mais je trouve que tu le présentes genre Eros comme tous les autres podcasts qu'on est commandité, comme si c'était négatif, alors qu'en fait, Eros carry oui, à lui seul tout le milieu des podcasts québécois. 100%. Ouais. Non, c'est super positif et c'est vraiment des beaux cadeaux en plus. Oui. Même si c'est vraiment gênant d'offrir un dildo à des gens aussi intéressants, mais... Oui. Fait que parle-nous de ton postdoc et maintenant, c'est ça. Veux-tu un jouet sexuel? Oui, mais même les intellectuels ont besoin de plaisir dans la vie. Oui. Et j'oublie tout le temps, on a aussi un Patreon. Donc, si vous voulez avoir accès aux épisodes audio 2 semaines d'avance ou vidéo 2 semaines d'avance, vous pouvez y avoir accès pour 3 ou 5 $ par mois. C'était pas 3 semaines avant? Ah ben là, on est rendu fucké dans le timing complètement. Non, je pense que c'est 2 semaines. Ça a tout été 2 semaines. Et sinon, si vous avez le droit d'écouter les épisodes gratuitement, si vous nous écoutez sur Spotify ou sur Apple Podcasts, n'hésitez pas de coter 5 étoiles. Ça aide vraiment pour le recensement des podcasts. Et si vous nous écoutez sur YouTube, mettez des pouces en l'air et partagez ou commentez des trucs comme ça. Ça aide énormément aussi. Ouais, mais je trouve que le principal avantage du Patreon, c'est de faire partie de la communauté aussi et de suggérer des épisodes. Oui. Oui, vous avez accès à des discussions. Vous pouvez nous suggérer des épisodes. On les prend en compte. Et des fois, on donne des cadeaux. On fait des cadeaux, ouais. Oui, fait que c'est ça. Il y a même accès à un forfait à 10 $ qui donne accès à des projets de moi et Emma, éventuellement, peut-être des billets de show pour moi, des trucs comme ça. Fait que si vous êtes vraiment motivé, il y a cette option-là aussi. Puis si on a trop de dildos, à un moment donné, on vous en enverra aussi. Des dildos qui ont déjà été utilisés par Emma, oui. Franchement. Bonne écoute. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Vraiment, je suis honoré. Très, très, très content que tu sois honoré. On se demandait la question, jusqu'où on pourrait aller pour sauver l'environnement? Jusqu'où ça serait justifiable d'aller? Quel genre de mesures on pourrait prendre pour sauver l'environnement?
Vous connaissez la caricature du prof de philo qui ne répond pas à la question, mais qui répond par d'autres questions. On s'en est direct là-dessus. Hein. J'ai le goût d'être ce gars-là aujourd'hui, de faire ça. Puis, au fond, il y a quelque chose de psychanalytique là-dedans. Donc, il y a une analogie à faire entre ce que je vais faire puis, et la psychanalyse, dans le sens où, dans le fond, quand tu arrives chez un psychanalyste, je parle vraiment de la psychanalyse, pas de la psychothérapie en général. À la Freud, là. Oui. À la Freud, old school. Quand tu arrives avec des symptômes, mettons, je sais pas, moi, je fais de l'insomnie, aidez-moi. Mais le psychanalyste, il ne te parle pas de ton insomnie, il dit, parlez-moi de votre enfance. Fait que c'est un peu ça qu'on fait les philosophes, pas tous, mais plusieurs. Puis c'est sûr que ça gosse le monde parce qu'ils disent, ben là, c'est pas de ça qu'on parle. De quoi ils parlent? Pourquoi ils me parlent de d'autres choses? C'est qu'on cherche toujours à revenir au fondement. C'est un peu comme à la psychanalyse, on cherche la cause, on cherche le fondement. Fait qu'avant de commencer à parler d'une question comme celle que vous venez de me poser, il faut la réenraciner, si on veut, dans son sol originel, si on veut. Et ça va être un épisode en 2 parties. La première partie, c'est que toi qui reconstruis la question. Voilà. La deuxième partie, on répond à la question. Ben, c'est-à-dire que c'est assez classique comme démarche, c'est que je veux problématiser la question avant d'y répondre pour qu'on puisse la voir sous un autre angle, puis qu'on puisse se réapproprier le sens de la question. Parce que des fois, on tient pour acquis ce que ça signifie sauver la nature. T'sais, on se dit, ben oui, il faut sauver la nature. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est ça mon point. Super intéressant. OK, cool. Parfait. Donc, allons-y. Bon, la question, qu'est-ce qu'elle implique? Elle implique d'abord qu'on parle de la nature, hein, l'environnement, donc la nature qui nous environne. Parce que, tu sais, l'environnement, ça pourrait être les gratte-ciels, les autos, tout ce qui nous environne. Non, on parle bien sûr, de la nature. Donc, ça suppose cette question-là déjà que la nature existe. N'est-ce pas? Oui, on est vraiment... On revient à zéro. Ben, voilà. Donc, que la nature existe et l'autre chose, qu'elle a de la valeur. Elle a tellement de la valeur qu'on doit la sauver. Et qu'est-ce que ça veut dire sauver la nature? Donc, je vais commencer avec la première question. Question, est-ce que la nature existe? Puis je sais que ça semble complètement décalé, mais vous allez être surpris de voir qu'est-ce qu'on apprend de ça. Parce qu'au fond, c'est plus une expérience de pensée pour, comme je le disais, se réapproprier la question. Donc, première chose, c'est qu'on tient pour acquis que la nature existe. Mais si la nature n'existait pas, on s'entend que la question environnementale, elle ne se pose pas. Parce que le but, c'est de sauver la nature, donc la préserver, donc l'empêcher de disparaître. On pourrait dire, mettons, empêcher à certaines espèces de disparaître, ce genre de choses. Notre propre disparition à nous aussi. Donc, si la nature n'existe pas, elle est déjà disparue. Là. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, il faut s'assurer de voir si c'est une vraie question, c'est juste des mots, que de savoir si la nature existe ou pas. Puis dans la tradition philosophique, vous le savez probablement, il y a des arguments qui nous disent on vit dans une illusion, on vit dans une réalité, une simulation, etc. C'est très populaire. C'est très populaire. La théorie de la simulation, oui. Oui, effectivement. Puis des philosophes contemporains, sérieux, même, je dirais, qui sont éduqués en sciences et qui vont prendre au sérieux cette question-là. Donc, c'est loin d'être juste une question un peu philosophique, comment je dirais, cliché, qu'on va avoir en tête. Prenons l'argument du rêve de Descartes, OK? Descartes nous disait que, peut-être qu'on vit dans un rêve, puis son point, c'est de dire, prenons un exemple avec la nature, OK? Son point, c'est de dire, mettons le bûcheron, OK? Quelque chose de concret. Prenons quelque chose de concret. Le bûcheron en Abitibi, je ne sais pas trop, il bûche du bois. Fait que ça, c'est super concret. Fait que là, de son point de vue, il pourrait se demander, est-ce que je suis vraiment en train de bûcher du bois? Est-ce qu'il y a vraiment une bûche? Est-ce qu'il y a vraiment une forêt autour de moi? Est-ce que la nature existe? Fait que là, il va dire, voyons, je peux pas douter de ça. C'est évident. Comme on dit, c'est dans ta face, c'est là. Ça semble évident. Fait que Descartes, il se pose la question, il se dit, est-ce que je peux remettre en doute ce genre d'évidence-là, mon expérience sensorielle immédiate, puis là, dans ce cas-ci, de la nature ou d'une expérience en lien avec la nature? Fait que son argument, c'est de dire, bizarrement, je peux remettre ça en doute parce que je me suis déjà fait tromper par mes rêves ou je rêve que je bûche du bois. L'impression d'avoir une perception, oui. Oui, mais c'est important parce que l'enjeu, c'est de dire, je peux pas douter dans mon rêve que j'étais là en train de faire l'expérience de bûcher du bois, que je voyais du bois. Dans mon rêve, on voit des choses, on entend des choses. Il y a une expérience sensorielle, mais son point, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien qui correspond à cette perception-là. Donc, on s'en rend compte qu'on se réveille et tout ça, et on se dit, hey, ça avait tellement l'air vrai, mais c'était pas vrai, donc c'était une illusion. Fait que là, le point de Descartes, puis tu sais, Platon avait dit ça avant lui, c'est de dire, c'est ça son point, il n'y a pas moyen de savoir. Fait que c'est ça qui est intéressant,
c'est qu'il n'y a pas de critères objectifs en ce moment même qui nous permettraient de trancher à savoir si on rêve ou si on est dans la réalité. Donc, ça s'applique à la nature. Elle nous semble bien réelle. On regarde les beaux paysages, la canicule au mois de juillet, n'importe quel bûcher du bois, ça me semble complètement réel. Mais dans le rêve aussi, comment prouver que c'est réel? On ne peut pas. Toute preuve objective, mettons, je sais pas moi, des scientifiques qui arrivent et qui mesurent tout pour s'assurer que c'est... Tout ça pourrait être un rêve. Pourrait aussi... il n'y a pas de rien de concret. Ce serait vraiment fou qu'il y ait des climato-sceptiques qui utilisent ça comme rationnel de « Oui, mais la nature existe même pas. Pourquoi la préserver? » Parce qu'ils vont pas à ce point-là. Mais c'est ça qui est fou, c'est que mon argument va mener au contraire, à l'opposé. Mais il faut quand même... faut voir qu'est-ce que ça nous apprend, là, cet argument-là. Mais premièrement, Descartes nous amène à réfléchir à la possibilité. Il y a une possibilité que ce soit une illusion. Mais on ne le sait pas. Peut-être que non. Puis peut-être que c'est une infime possibilité. Puis je pense, on a des raisons de penser que c'est vraiment... C'est vraiment une infime possibilité que ça n'existe pas. Là. Tout est en place pour... Si ça a du sens, là, ça existe. L'affaire, c'est qu'il y a des nouvelles théories. La théorie de la simulation, qui vont plus loin. La théorie, entre autres, de Nick Bostrom, qui est un philosophe suédois, qui dit non seulement c'est possible, mais c'est fort probable. Oui. C'est ça que j'ai vu. Il y a tellement de chances. Il y a plus de chances qu'on vive dans une simulation qu'on soit dans une réalité. Oui. Exact. Est-ce que tu te rappelles de l'argument derrière ça? Ou... Je pense pas vraiment. Mais il y a aussi il y a des affaires de... C'est ça, s'il y a des civilisations intelligentes, il y a beaucoup de chances qu'ils aient construit des ordinateurs assez puissants pour créer des simulations et qu'ils l'auraient fait. Donc, il y a plus de chances qu'on soit là-dedans. Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est l'idée que si on se projette dans le temps... On peut imaginer un moment où l'humanité arrive à une maturité technologique. C'est ça son concept. La maturité technologique, c'est que on est capable de créer des univers simulés par l'informatique très facilement. Tu sais, on est proche de ça dans le sens où là, il y a l'intelligence artificielle. Là, on commence à s'inquiéter. L'intelligence artificielle va devenir consciente d'elle-même, etc. Fait qu'on est capable de se projeter. C'est envisageable. C'est envisageable. Ouais. Fait que là, dans le fond, on pense à Meta qui fait comme ses produits, où est-ce qu'on est dans une réalité virtuelle. Donc, on s'imagine, on se projette, puis on se dit, il va arriver à un point où est-ce que ça va être facile de créer des univers simulés dans lesquels il y aura des consciences simulées. Des gens qui pensent qu'ils existent puis que leur expérience est vraie, mais en réalité, leur expérience est fausse, elle est simulée, et ils vivent dans un univers simulé. Fait que l'idée, c'est que plus le temps va passer, plus qu'on va en produire, vu que c'est facile. Fait qu'il va en avoir plein. Il va en avoir plein, puis il va toujours rester un seul univers non simulé. Mais il va y avoir beaucoup d'univers simulés. Donc, statistiquement, c'est possible qu'en ce moment même, nous soyons dans un de ces univers simulés créés par des êtres du futur. Et il y aurait plus de chances que ce soit le cas que l'inverse. Puis, je trouve ça super intéressant, mais est-ce que ça détourne vraiment la question? Parce que disons qu'on est dans une simulation, que les impacts qu'on connaît, même si je suis dans une simulation, j'ai pas envie de détruire mon environnement et de mourir. T'sais, même si je suis dans une simulation, je veux sauver l'humanité et que l'humanité puisse continuer à vivre. C'est exactement mon point. Qu'est-ce que mais en fait, moi, c'est surtout que j'ai l'impression que la nature qu'on veut sauver, c'est la nature qui est dans le fond de la jungle et toutes les espèces qu'on connaît pas. Et c'est la nature qu'on touche pas et qu'on voit pas forcément. Parce que j'ai l'impression que toute la nature avec laquelle on est en contact, on l'a déjà corrompue. Et comme j'ai l'impression que ma cour, c'est pas la nature que j'ai envie de sauver. Ce que j'ai envie de sauver, c'est l'Amazonie puis toutes les espèces de poissons qu'on connaît pas dans le fond de l'océan et tout ça. Clairement, puis aussi les changements climatiques, dans le sens où l'urgence qu'on sent est beaucoup là aussi. Mais c'est des trucs que personne n'a expérimenté, donc c'est la partie de la nature que personne peut prouver qu'il existe. Qui est pas dans la conscience humaine. Je pensais. Genre les insectes qu'on connaît même pas. Mais il me semble que c'est ça la nature la plus importante à préserver, mais... mais c'est intéressant. Moi, je trouve que ça amène un autre point, en fait, un autre niveau au problème, c'est qu'à quelque part, la nature, c'est une abstraction pour nous. Parce qu'on ne l'observe pas directement, sauf la nature immédiate. Et donc, ça aussi, ça change notre réflexion à propos de la nature, parce qu'on se demande, mais pourquoi on sauverait une abstraction? C'est un peu ça mon point. Puis là, pourquoi on sauverait quelque chose que peut-être ça n'existe pas? Fait que tout ça pour en arriver à un point, c'est de dire exactement comme tu disais, Colin, c'était mon point, en fait, c'est là où je voulais arriver, c'est que même s'il n'y a pas de nature qui correspond à ma perception de la nature, à mon expérience de la nature, je veux la sauver. Ou je veux la sauver. Attendons, elle a de la valeur pour moi, elle a de l'importance. Puis l'exemple que je pourrais donner, c'est que, mettons que, tu sais, Descartes me dit, il n'y a pas de réalité objective, tu vis dans un rêve ou dans un monde de représentation mentale, OK? Ben,
si le rond de poêle est allumé puis je mets ma main dessus, ça fait mal. Ouais. Fait que tu veux éviter de faire ça, pareil. Fait que peut-être qu'il n'y a pas de poêle, peut-être qu'il y a un poêle. On s'en fout. Je veux dire, ça fait mal, je vais pas mettre ma main. Fait que, dans le fond, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'elle n'existe ou pas, la nature. Nous voulons, elle est importante pour nous et donc, ce qui importe, c'est notre représentation de la nature. Fait qu'au fond, la question de la valeur de la nature, c'est ça mon point, c'est pas une valeur qui est intrinsèque à la nature, mais c'est une valeur importante pour l'humain. La valeur de la nature, c'est une valeur humaine. La question de la valeur de la nature est une question anthropologique, est une question humaine et non pas naturelle. Et ça, c'est contre-intuitif. Parce qu'on se dit, ben non, si on sauve la nature, c'est parce qu'elle a une valeur intrinsèque. Elle est tellement importante en elle-même. Mais c'est un peu confrontant, mais il faut se rendre compte que finalement, non, c'est seulement important pour nous. Fait qu'il faut se regarder soi-même, l'humain, pour pouvoir répondre à la question. Ouais. Mais c'est 100% vrai parce que ce qu'on veut en sauvant la planète, c'est se sauver nous-mêmes. C'est absolument pas de sauver la nature en elle-même parce qu'on n'aimerait pas être nous dans la jungle, au milieu des éléments et tout ça. Puis c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Même si on voulait comme détruire la vie sur Terre, je pense pas qu'on aurait la capacité. Ce qui est en danger, c'est l'humanité. Exactement, en fait. ça c'est un autre point. Exactement, mais le point que tu amènes, Emma, je le trouve bon parce que c'est comme ça qu'on a tendance à poser le problème dans l'éthique environnementale, de dire, est-ce que la nature a une valeur intrinsèque ou est-ce que c'est une valeur humaine dans l'optique où l'humain utilise la nature comme un instrument pour servir ses intérêts. Donc, c'est un peu comme ça que tu disais ça, un peu comme pour critiquer aussi le côté instrumental, presque égoïste de la démarche. Il y avait ça derrière. Oui, mais de toute façon, comme n'importe quelle espèce, ce qu'on fait, c'est égoïstement pour notre propre espèce, c'est certain. Exact. Fait que mon point, c'est de dire qu'on peut sortir de cette alternative, c'est ce que je veux montrer, qu'on n'a pas à choisir entre les intérêts égoïstes de l'humain et la nature qui a une valeur intrinsèque. Mais pourtant, c'est la question de la nature, la valeur de la nature, c'est une question humaine. Donc, on peut dire que c'est une question humaine sans dire que c'est égoïste. C'est vers là que je veux aller. Parce qu'elle dépend tout le temps de la perception humaine. Oui, c'est ça. Puis pour s'assurer donc qu'on circonscrit bien le domaine de la question pour pas qu'on cherche ailleurs puis qu'on prétende des choses fausses comme la nature a une valeur intrinsèque. Puis c'est controversé, c'est matière à débat ce que je dis là, bien sûr. Mais c'est ma position. C'est un peu une affaire de s'il y a un arbre qui tombe dans la forêt, mais il n'y a personne, y a-tu vraiment de forêt? Y a-tu vraiment une forêt, en fait? C'est vraiment ça, c'est qu'on recommence. Comme la nature en soi, s'il n'y a pas d'humain pour la voir puis interagir avec, elle n'a pas d'importance pour nous, elle n'existe pas pour nous. Oui, sauf que l'exemple de l'arbre dans la forêt qu'on utilise souvent puis qui correspond effectivement qui est le pire à ma cliché position. Du monde, je suis très conscient, non, mais c'est tout à fait pertinent. Ce que je veux dire, c'est que cet exemple-là nous fait penser souvent qu'on vit seulement dans un monde de représentation mentale puis qu'il n'y a pas nécessairement de réalité objective ou indépendante de nous. Puis c'est un peu ce que j'avais l'air de dire. Sauf que mon point, c'est plutôt de dire on ne peut pas concevoir la réalité, une réalité indépendante. Parce qu'à chaque fois qu'on cherche à concevoir une réalité indépendante, la nature indépendamment de l'humain, on est là en train de concevoir. Ouais. Fait que, on peut pas s'enlever de l'équation. Fait que ça fait en sorte qu'on est prisonnier de l'humain, de la perspective anthropologique. Ça veut pas dire que la réalité n'existe pas, c'est juste on peut pas être, elle va tout le temps être à travers. Ouais. Elle est inconcevable, cette réalité objective. Puis c'est fou de dire ça parce que tout notre système est basé sur la vérité objective des sciences. Sauf que mon point, c'est de dire qu'en fait, cette réalité objective, c'est une réalité humaine qui a été élaborée par les humains, ce qui n'empêche pas qu'elle est bien réelle et importante, mais il faut comprendre qu'elle n'a de sens que parce que des humains ont décidé de l'élaborer, puis de l'établir, puis de poser la question de la vérité. La question de la vérité, c'est une question humaine, non? Donc, ce qui est intéressant, c'est de dire, OK, mettons que la nature existe, finalement. OK, on continue. disons. Mettons qu'elle existe, la nature. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive au même point, au même problème. Dans le sens où là, on oublie Descartes, on oublie la simulation, on revient un peu plus dans le réel. Ben là, est-ce que la nature, si elle existe, a une valeur? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La nature qui a une valeur? Moi, j'ai l'impression que la nature en elle-même, c'est juste un fait. Hein? Quand on essaie de s'imaginer c'est quoi la nature en elle-même, c'est un fait qu'on constate. C'est là. Mettons, je suis au parc, puis il y a un arbre devant moi. Il est là. Est-ce qu'il y a une valeur dans l'arbre? Est-ce que l'arbre a une valeur? Est-ce que l'arbre a un sens? En fait, c'est avant la question de la valeur, c'est de savoir est-ce que la nature a un sens? Fait que c'est la question que posent les existentialistes à propos de l'absurdité de l'existence. L'idée ici, c'est de dire
que, en fait, l'existence est absurde, dans le sens où, mettons, on parle de la nature, c'est ça le sujet, les choses naturelles autour de nous sont absurdes dans le sens où elles n'ont pas de sens. Elles n'ont pas de sens, sont juste là. Pourquoi on croirait à ça? Parce que, dans le fond, on ne sait pas l'origine des choses naturelles. On ne connaît pas d'où elles viennent. On ne connaît pas leur but, pourquoi elles sont là, puis elles vont disparaître, éventuellement. Donc, c'est ça qui doit nous faire sentir que, c'est là, mais ça pourrait ne pas être là, parce que ça n'a pas de sens. Pourquoi c'est là, ça n'a pas de sens? Pourquoi c'est là sans raison? Ça pourrait ne pas être là. Donc, si ça pourrait ne pas être là, ça n'a pas de valeur. Vous comprenez? Donc, vu comme ça, on pourrait se dire, pourquoi sauver la nature? Parce que c'est quelque chose d'absurde, qui n'a pas de sens et qui n'a pas de valeur. Ça se peut que ma question soit pas bien en lien avec ce que tu dis, si je saisis pas bien ce que tu dis, mais est-ce que, disons que oui, le fait qu'un arbre soit là, il n'y a pas de raison qu'il soit là spécifiquement, mais on sait on sait que la vie a une certaine façon d'évoluer puis qu'elle change, des trucs comme ça. Le fait que l'arbre soit là, il n'y a pas de sens, mais je sais qu'il y a des milliers d'années de travail pour qu'il y ait eu cette forme-là, c'est la façon optimale de survivre pour lui. Est-ce que ça lui donne pas un sens? Le fait qu'il y ait eu du travail de hasard, mais du travail pendant des millions d'années avant, tu sais. Absolument, c'est la question à poser. C'est vraiment pertinent. C'est que dans le fond, on se dit, puis je vais la formuler autrement, on se dit, il y a du sens à l'arbre. C'est que dans le fond, il y a une chaîne de cause à effet. Donc, oublions l'aléatoire. Mettons que c'est déterminé, puis il y a un sens, il y a une logique. C'est la logique de la nature que la science nous enseigne. Donc, il y a une chaîne de cause à effet qui part de l'arbre devant moi au parc et qui remonte jusqu'au Big Bang. On pourrait dire ça comme ça. Disons ça de même. Fait que de dire, donc, il y a une explication. Le Big Bang permet d'expliquer le fait qu'il y a un univers physique puis qu'il y a des arbres éventuellement dans les parcs, n'est-ce pas? Est-ce que ça donne pas un sens? D'un point de vue existentialiste, non, parce que c'est une explication qui déplace le problème. Pensez-y, ce que ça veut dire, c'est que quand on dit, finalement, non, il y a un sens à l'arbre parce qu'il y a, 14 milliards d'années, ou j'oublie le nombre d'années, il y a une sorte de mouvement de dilatation, d'explosion qui a engendré l'espace et le temps, puis l'univers physique tel qu'on le connaît, puis éventuellement, il y a eu des arbres. Mais là, la question, c'est quoi? C'est comme, c'est quoi ça, le Big Bang? C'est quoi le sens du Big Bang? Donc, c'est quoi l'origine du Big Bang? Puis, il n'y a pas de réponse à ça. Ouais. Certains diraient, pas encore. Mais vous comprenez qu'on n'aura jamais de réponse à la question existentielle de l'origine en expliquant la mécanique puis le comment ça marche, parce qu'on va toujours dire, mais cette autre affaire physique, en fait, cette autre cause matérielle qu'on aurait identifiée qui précède le Big Bang, ça vient d'où? D'autant plus que le Big Bang, c'est le début du temps. Fait que qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang? Ça marche pas. C'est comme, on n'est pas capable de concevoir la question de avant le temps. C'est absurde. C'est un cul-de-sac. Donc, à l'origine de la chaîne d'explication des choses... la première affaire n'est pas... Ouais. Si la première affaire est absurde, tout le reste est entaché. Et là, on arrive devant l'arbre qui n'a pas de sens. Mais j'imagine que tu vas en parler, mais il a du sens au présent aussi, l'arbre, parce qu'il y a une chaîne de cause à effet qui nous fait vivre aussi l'arbre et qui fait vivre tout le reste de la planète, j'imagine. Oui, c'est ça. Fait que, ça, je trouve que ça touche plus à l'argument du but. C'est comme, pas de l'origine, mais du but. Donc, c'est quoi la fonction de tout ça? Puis, comme je disais, il n'y a pas d'origine, mais il n'y a pas de but non plus. Je fais la distinction. Puis, dans le fond, c'est ça. L'explication officielle de la biologie, par exemple, de l'évolution, c'est de dire, non, il y a un but à tout ça. On peut l'expliquer, tout est en relation. Puis le but, c'est que tout ça reste en vie. T'sais, dans le fond, on pourrait dire ça de même. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu comme l'instinct de conservation et tout ça. Fait que là, quand on donne cette explication-là, on n'est pas satisfait sur le plan existentiel parce qu'on dit, c'est quoi le but de la vie? Ou c'est la vie, c'est vivre. Fait que c'est une réponse circulaire. Fait que là, on voit le côté absurde de ça, c'est de dire, oui, mais pourquoi le but de la vie, c'est la vie? Puis on le sait pas. Peut-être qu'on va le savoir un jour, peut-être, mais on le sait pas. Puis en plus, c'est pas ça, c'est que tout ça va mourir. Oui. Bon. Donc, fait que là, on part du principe, on vient renforcer l'idée qu'il ne semble pas y avoir de sens et de valeur dans la nature. Mais rappelez-vous, je disais que c'est une question humaine. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de sens ou de valeur dans la nature, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sens ou de valeur du tout. C'est qu'elle n'est pas intrinsèque, mais elle est extrinsèque, c'est-à-dire qu'elle vient de l'humain qui lui donne un sens. Puis, la façon simple, donc, de réfuter ce que je disais juste avant, c'est de dire, mais non, mais il y a du sens partout, il y a trop de sens, il y a de la valeur, on fait l'expérience de la valeur à chaque jour. L'arbre qui est devant moi, il a de la valeur pour moi, même s'il n'a pas de valeur en lui-même. Donc, mon point, c'est de dire que
Il n'y a pas de valeur intrinsèque, mais il y a la valeur qu'on lui donne. Et ça ramène à dire quoi? Que c'est l'humain qui donne la valeur à la nature. Oui, mais ça veut dire que c'est l'humain individuellement aussi, dans le sens où l'arbre, il n'y a pas de valeur intrinsèque, puis il n'y a pas de valeur égale pour tous les humains. Ça va dépendre de chaque personne, puis c'est chaque personne qui va y attribuer une valeur ou pas. À ce moment-là, les gens qui disent « moi, je m'en sac de l'environnement, je trouve que ça n'a pas de valeur », c'est aussi valide que quelqu'un qui dit « pour moi, ça a de la valeur ». Intéressant, c'est exactement ça. Puis, c'est problématique. Mais quand même, j'ajouterais un autre niveau. C'est qu'effectivement, la manière que j'ai présenté les choses, c'est vraiment dans une perspective individuelle. T'es au parc tout seul, puis t'es devant l'arbre. Sauf que ça, c'est la subjectivité et le problème de rendre la question environnementale des questions éthiques aussi importantes, subjectives, donc relatives au sujet. C'est ça que tu soulèves. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'intersubjectivité. C'est qu'on est tous des sujets, donc on a ça en commun d'être tous des sujets, tous des individus qui faisons des expériences de la nature comme celle d'être devant un arbre. Donc, éventuellement, on se parle, on jase, puis là, on se dit « Hey, l'arbre, ça pourrait être ça. Ah, l'arbre, c'est important. L'arbre, c'est pas important. Ah, l'arbre, c'est juste un outil que j'utilise pour m'accoter dessus quand je lis un livre. Ah, l'arbre, c'est ce que j'ai besoin pour fabriquer une table, etc. » Ou l'arbre, c'est sacré. L'arbre, c'est bon. Fait que, à un moment donné, on se parle, puis il y a une entente. Puis c'est ça, la vérité. C'est ça, le bien. C'est des humains, des sujets qui s'entendent, ou pas, mais qui s'entendent un peu, qui essayent de s'entendre sur ce genre de questions-là. Fait que c'est là qu'on peut décider c'est quoi la valeur de l'arbre, puis c'est quoi son sens. Et c'est là que ça nous montre qu'on est responsable de cette valeur-là en tant qu'humain. Pas comme individu seulement, mais comme humanité. Dans comment on va s'entendre sur ce que c'est l'arbre. C'est quoi notre consensus sur c'est quoi la valeur de l'arbre. Exact. Puis là, il y a du monde, évidemment, ce ne sera pas un consensus absolu, mais c'est ça la vérité d'un point de vue existentiel. C'est que c'est pas parfait. C'est une vérité humaine, faillible, qui change. Qui va changer avec les époques, ben oui, c'est ça. Qui peut changer avec les époques. Donc, mais ce qui ne changera pas avec les époques, c'est que c'est l'humain qui donne un sens et une valeur. Donc, il y a des vérités universelles dans ce que je dis, mais c'est des vérités universelles qui concernent la structure de tout ça, non pas le contenu de l'expérience des gens, mais la structure, ce qui rend possible tout ça. Bon. Fait que là, on revient au même point. Ce que je suis en train de dire, c'est que la nature existe ou pas, c'est la question de la nature, c'est une question humaine, et ça revient donc à la morale ou à l'éthique. On est responsable. C'est nous qui décidons. On peut tout gâcher, mais on peut tout sauver. On peut faire quelque chose de bien avec ça. Donc, fait que ça, déjà, vous voyez qu'on se rapproche de la question de sauver la nature. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que déjà là, ça modifie comment je vais moi-même répondre à la question. Parce que ça change un peu l'angle de comment on l'apprend. Tu comprends, c'est juste petite parenthèse, c'est ça pour moi la philo. La philo ne se prononce pas sur des questions empiriques. Mettons la question de jusqu'où on peut aller pour sauver l'environnement, c'est une question qui nécessite des connaissances scientifiques, empiriques, politiques, économiques que j'ai pas. Moi, ce que j'ai, c'est des connaissances à propos des concepts. Ouais. Donc, je vous parle des concepts. Mais on pourrait dire, juste des concepts? Mais moi, je voulais en apprendre sur le monde réel. Mais le monde réel, on l'a dit, n'a de réalité qu'à travers nos concepts. Donc, si on change notre manière de penser, on change la réalité ou notre rapport à la réalité. Ouais. Comme tu viens de le dire, on doit convertir notre pensée. C'est un peu ça l'idée de la philo. Changer de manière de penser pour qu'elle corresponde vraiment au phénomène qu'on cherche à comprendre. C'est ça qu'on est en train de faire. Puis, il y a un problème, par exemple, c'est que, là, je dis l'humain est responsable de la nature. Fait que là, on dirait qu'on parle de deux choses séparées. De l'humain, le donateur de sens et de valeur, puis la nature, qui est comme juste un fait inerte. Mais l'humain est la nature. Oh, fait que là, on franchit une autre étape. L'humain est une chose naturelle, est un produit de la nature. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, la nature a une valeur. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une valeur fixe et prédéterminée. Elle a la valeur qu'elle se donne à travers l'humain, qui est une chose naturelle. Ça, pour moi, c'est majeur, c'est important. C'est pas clair qu'est-ce qu'on peut faire avec ça d'un point de vue éthique, mais pour moi, c'est vrai. Et le problème de l'environnement, c'est beaucoup d'avoir oublié qu'on est la nature. Mm-hmm. Fait que c'est un peu ça mon point. Qu'est-ce que ça implique? Donc, pour aller vers la question que vous vouliez me poser, si l'humain est la nature, les fins de la nature sont les fins de l'humain. Donc, oui, qu'on devrait avoir les mêmes buts, on va dans la même direction. On ne devrait pas être en conflit. Donc, on ne doit pas traiter la nature comme un moyen séparé de nous
en vue de nos fins. Ce qui va dans le sens de ce qu'on disait tantôt, tantôt qu'on disait, est-ce qu'on veut vraiment sauver la nature ou est-ce qu'on veut juste préserver la survie de l'humain? Toi, ce que tu dis, c'est que en fait, c'est pas deux affaires séparées, c'est la même chose. C'est en plein ça, c'est ça. C'est exactement ça mon point. C'est qu'à quelque part, on est distinct. Parce qu'on n'est pas... on a la conscience, on peut donner du sens, puis après ça, on peut se demander à quel point il y a d'autres êtres conscients dans la nature. C'est un débat empirique, carrément, ça, sur lequel je ne suis pas capable de trancher. Mais c'est bien ça, donc, on est avec la nature. C'est pas deux choses séparées. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'on détruit la nature, on se détruit nous-mêmes. Qu'on préserve la nature, on se préserve soi-même. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le but de la nature... c'est notre but. On doit sauver la nature. On doit préserver la nature. OK. T'avais-tu quelque chose à dire? Je peux-tu... Vas-y, je t'en prie. OK. Enfin, je dirais. Parce que oui, je te sentais sur le bord. Mais ça veut dire aussi que si on est la nature, même quand on détruit la nature, même quand on rase une forêt, ça reste la nature. C'est une action qui est faite par nous qui sommes la nature. Exact. Fait que même si on met du béton partout, ça reste la nature. Oui. Fait qu'il y a quelque chose qui j'ai l'impression de tourner en rond. Le plastique, c'est de la nature oui, aussi. C'est ça, tout est de la nature, dans le fond. Oui, bien sûr. Donc, ça fait partie de la nature de prendre une mauvaise décision pour la nature. Parce qu'on a une certaine liberté, on pourrait dire, on a une certaine conscience, mais ultimement, n'oublions pas que, oui, c'est la nature qui fait ça, mais une nature consciente d'elle-même, puis qui peut choisir. Ouais. Donc, c'est ça l'idée, est-ce qu'on peut choisir aussi de la préserver? Fait que, non, mais c'est important parce que, puis après, je sais que tu as une question, mais... OK. Mais je vous en prie, mais on tient à entendre ta question. mais qu'est-ce que j'allais dire? J'oublie ce que j'allais dire. Bon, voilà. Ben voilà, c'est ton moment. OK, let's go. À force de se concentrer. Non, mais c'est juste que ça me fait penser. Mais je sais pas si ça sort trop de ta conception de la philosophie, mais pour me préparer à l'enregistrement aujourd'hui, j'ai écouté une émission qui parlait du point de vue des religions ou des représentants religieux sur la question de l'environnement. Et en partie, c'était pas complètement ça leur point de vue, mais en partie... la planète et l'existence de tout, c'est un cadeau de Dieu qu'on n'a pas le droit de gâcher. Mm-hmm. Et ça me faisait penser à ça. Donc, il faut la garder le plus comme on l'a reçu, genre. Faut le moins la modifier. Non, mais je sais pas s'il y a un aspect philosophique là-dessus. Est-ce que il y a une conception... Est-ce qu'il y a un concept qui est que on peut pas abîmer la nature parce que c'est quelque chose qui nous dépasse et qui est plus grand que nous et que c'est pour ça qu'on a... c'est pas tout à fait ma position, mais c'est lié parce que dans le fond, il y a une dimension spirituelle. C'est presque hippie, c'est presque New Age, dans le fond, hein? C'est ça. Sans parler des religions ou du christianisme, c'est vraiment de dire, je suis la nature, puis je fais partie du tout. C'est ce genre de discours-là. Puis il y a une dimension spirituelle parce que il y a de la transcendance là-dedans. On fait partie de quelque chose de plus grand que nous. Puis nous, on est comme le porte-parole de ça. C'est ça que je trouve intéressant. Puis on a une responsabilité. Fait que là, il faut bien agir. Fait que c'est là qu'il y a un côté aussi religieux, presque de dire que, tu sais, qu'on a... C'est ça, on a une mission et qu'il faut... Sauf que là, on est vraiment libre. Puis la vérité, c'est qu'on peut choisir de gâcher la nature. Puis c'est une vraie possibilité. Il n'y aurait pas de répercussions religieuses, on n'ira pas... exactement, on ne sera pas puni. C'est pas du tout un discours religieux que j'ai, c'est ça. Puis non, mais c'est de dire que vu qu'il n'y a pas de sens puis de valeur intrinsèque, on ne nous impose pas ce sens, cette valeur-là. Tandis qu'avec Dieu, oui, ça vient d'en haut, c'est un absolu. Non, là c'est vraiment le discours où on est libre. Fait que dans le fond, mon point, c'est plus de dire, il faudrait comme dire, je veux pas sauver la nature si on est un partisan du suicide, par exemple. Tu comprends? C'est de dire, moi, je suis pour le suicide. Fait que c'est difficile de défendre ça. J'exagère, je caricature, mais c'est pour dire, dans le fond, que derrière ça, il y a l'idée de se préserver soi-même. Ce qui est, comme on l'a dit, c'est le but de la nature. On veut rester en vie, c'est l'instinct de conservation. Fait que... comment on peut défendre ça, la destruction de soi-même? C'est dur à défendre, mais c'est une vraie possibilité. Dans le fond, c'est pas vrai que c'est une impossibilité métaphysique. Non, c'est de plus en plus concret. D'ailleurs, le risque. Oui, c'est ça, on peut. Ouais, mais en plus, il y a la conception aussi que c'est ce qu'on mérite, en fait, de disparaître, étant donné que... Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pourraient avoir cette approche-là de, tu sais, ils veulent pas tant que ça la disparition de l'humanité, mais ils aiment tellement
il y a tellement la nature laissée à elle-même qui est pas modifiée par les humains, qui serait comme, oui, moi ce que je veux, c'est pour l'avenir de la vie, j'aimerais mieux qu'il n'y ait pas d'humains. Ouais, c'est une forme pas de suicide, mais d'abnégation de soi. Il y a quelque chose de religieux derrière ça, de se dire que finalement, ce qui importe, puis ça fait partie de l'illumination qu'on doit chercher, c'est pas l'ego ou l'espèce, mais c'est le big picture qui est plus grand que nous. Puis dans le fond, c'est ça, cette idée que quand on meurt, on rejoint la nature, donc il faut apprendre à accepter ça, que finalement, c'est pas grave si on disparaît. C'est un peu ça. Hein? Fait qu'il y a quelque chose de spirituel, mais moi, je suis plus humaniste. Puis au contraire, je me dis, non, on a le choix. Puis il me semble que pour moi, que c'est évident que c'est le choix qu'on doit faire, puis qui est aligné sur les fins de la nature. C'est comme le choix optimal, finalement. Tout le monde est gagnant de ce choix-là. Puis moi, ça se peut que je comprenne mal la bonne définition de l'humanisme, mais j'ai l'impression aussi que c'était une vision très humaniste dans le temps où on tripait sur la civilisation, puis on va construire des trucs, on va se répandre, parce que ce qui compte, ce qui est au centre, puis la seule chose qui a de la valeur dans le monde, c'est l'humain. Tout ce qu'on fait pour l'humain. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, choisir de raser des forêts, ça aussi, c'est un choix humaniste. Puis j'ai l'impression que c'est l'humanisme qui nous a poussé vers ça, dans le sens où l'affaire qui est centrale, la plus importante, c'est l'être humain, puis c'est ce qui est bon pour nous. Comprends-tu? Complètement. Mais tu le ramènes comme, dans le fond, ce qui est bon pour nous, c'est de préserver notre environnement. Oui, donc, mettons, anthropocentrisme versus humanisme, mais c'est tout à fait pertinent, vraiment, je trouve. Puis, ce que j'essaie de faire valoir, c'est justement un humanisme qui ne signifiera pas l'instrumentalisation de la nature pour nos fins. C'est ce qu'on disait tantôt. On ne doit pas, selon moi, choisir entre la valeur intrinsèque de la nature et l'humain qui instrumentalise la nature pour ses fins. On peut dire que l'humain est le fondement, donc parler d'une sorte d'humanisme, mais en même temps dire que les fins de l'humain, c'est les fins de la nature. Vous voyez, c'est ça mon point. Puis c'est important pour moi de ne pas, exclure l'humain ou de faire semblant que l'humain n'est pas au fondement de ça. Pour moi, c'est une vérité fondamentale. Puis la raison de ça, c'est comme on disait avec l'arbre qui tombe dans la forêt, c'est que l'humain est le fondement de toute expérience, de toute question. Donc, c'est une vérité épistémologique, c'est-à-dire sur le plan de la connaissance, il y a toujours, pour n'importe quelle expérience, n'importe quelle réalité, un humain ou des humains qui sont au fondement de cette expérience-là. Elle fait sens pour ces humains-là. Donc, il faut partir de là où ça part. Il faut se fonder là où se trouvent les choses, parce que sinon, on a l'impression qu'on parle de la nature, mais on parle de soi-même, finalement. Puis encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est pas parler de soi-même, c'est pas être égoïste. Nécessairement. Parler de soi-même, c'est juste de reconnaître que... C'est juste ça qu'on peut connaître. C'est que je peux pas faire sens de la nature si je suis pas là, en train de faire sens de la nature. Ça nous redonne notre pouvoir, ça nous rend responsables. Donc, au contraire, au lieu de nous rendre égoïstes ou d'être l'expression d'une forme d'égoïsme, au contraire, c'est l'expression d'une éthique naturaliste anthropologique, pour moi. OK. Bon, fait que là, on doit sauver la nature, je pense que c'est évident. Puis là, j'essaie de proposer ma vision des choses, de pourquoi. Le but, c'est ça, c'est de justifier la valeur de la nature, au lieu de juste dire, parce que c'est important, il faut sauver la nature. Ouais. Mais si c'est aveugle, puis c'est pas réfléchi, c'est pas ben mieux, tu sais. Surtout que des fois, on peut dire, il faut sauver la nature, parce qu'il faut sauver notre maison. C'est notre maison. Parce que sinon, c'est un rapport, encore une fois, instrumental à la nature, n'est-ce pas? Mais c'est ça, oui, la montée du niveau des eaux, toutes les maisons qui ont été détruites par les ouragans récemment et tout ça, qui sont construites près des côtes. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Fait que ce discours, même qui est positif, comme sauvons la nature parce que c'est notre maison, il s'inscrit dans le paradigme de l'instrumentalisation de la nature qu'il faut dépasser. Ouais. C'est ça mon point. Donc, je suis prêt pour votre question. Après combien de temps? Après une quarantaine de minutes. Okay. Je suis désolé. Mais c'est juste une parenthèse, mais j'ai l'impression que tu as effleuré le sujet tantôt, mais ça existe la philosophie d'un point de vue pas humain, genre du point de vue des animaux ça existe ou pas? Du point de vue des animaux. Ok, non, c'est pas grave, c'est trop. La fameuse zoophilosophie. Non, mais je sais pas. Non, mais tu vas dire d'un point de vue, par exemple, oui, dans le sens où, par exemple, la branche de la philosophie, je me lance parce que j'ai pas réfléchi à la question, puis j'ai pas une réponse là, directe à ta question, mais il y a une branche de la philosophie qui s'appelle la métaphysique, qui est la branche qui réfléchit au fondement des choses. Donc, mettons, le concept d'être. Qu'est-ce que l'être? Pas qu'est-ce que cette chose devant moi qui existe, cette table qui existe, ou toi, ou vous, mais le principe au fondement de tout ce qui est. Ce qui nous permet d'expliquer que la table existe, mais toi t'existes, la plante, tout ça. Fait que quand on parle de même, on parle pas de l'humain.
on est complètement décentré de la subjectivité et de l'humain, qu'on a ce discours-là. Tout le discours porte sur ce qui est extérieur à nous, sur la nature qu'on cherche à connaître et qu'on croit qui peut être expliquée en sortant de la nature à partir donc de principes métaphysiques. Là, je donne cet exemple-là qui est peut-être trop compliqué pour rien, mais tu sais, dans le fond, toutes les philosophies qui ne sont pas subjectivistes, dans le fond, entrent dans cette catégorie-là, dans le sens Parce qu'ils parlent d'une vraie vérité universelle. Et voilà, c'est exactement ça. C'est qu'on cherche la vérité absolue. Donc, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'humain, quelque chose qui est vrai indépendamment de l'humain. OK, fait que là, on arrive à notre point de départ, mais qui est plus le même tant que ça, nécessairement, pour moi non plus. Nous, si on considère que la nature a de la valeur, à quel point est-ce qu'on peut imposer ça aux autres qui pensent que ça n'a pas de valeur? Tu comprends ce que je veux dire? Ça devient un peu ça la question de est-ce qu'on peut forcer des gens qui s'en foutent à en prendre soin? Tu sais, parce qu'on forcer parlait le consensus. Forcer le consensus ou se foutre du consensus. Disons qu'il y a plein de personnes qui trouvent que c'est pas important, mais moi, je vais les forcer soit avec de l'écoterrorisme ou, tu sais, je vais le faire même si l'ensemble de l'humanité est pas d'accord que c'est important. Je pense que c'est valable comme façon de présenter les choses. C'est intéressant de le présenter comme ça, selon moi. J'avais pas vu ça de même. Puis, effectivement. Fait que là, c'est de forcer les gens. Ben, c'est un peu ça, parce que, tu sais... Il y a la violence d'impliquer là-dedans, finalement. Est-ce que c'est ce mot-là qu'on doit employer? Parce que quand on t'a écrit puis qu'on décrivait la question, il y avait la notion d'écoterrorisme et d'écofascisme, peut-être que je comprends mal, mais que moi, comment je les voyais, c'est... Écoterrorisme, c'est... bottom-up, là, des gens qui décident de OK, le gouvernement ou les structures en place font pas ce qu'elles devraient faire. Fait que moi, je vais prendre des mesures violentes ou de vandalisme pour préserver la nature. Oui. Écofascisme, j'ai l'impression que ça serait l'inverse. C'est comme un gouvernement qui fait on s'en fout si la population est d'accord. On va forcer, on va mettre des lois, on va pas écouter les gens, on va forcer les gens à en prendre soin. Fait que dans les deux cas, c'est comme est-ce qu'on peut forcer le consensus? C'est quoi ce que je dis? Ben oui. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, Emma? De répondre à la question ou de la façon qu'il l'a formulée? Des deux. Non, mais c'est parce que je pense... En fait, c'est parce que moi, je le pense aussi d'une façon égoïste, parce qu'avant de forcer les autres, je pense à moi-même et je pense... de me forcer moi-même. M'encourager, me motiver. C'est ça, parce que moi, les choses que je fais pour préserver l'environnement, de mon point de vue, c'est des choses que je trouve faciles. Pas manger de viande et pas avoir d'auto, ça, je trouve ça super facile. Par contre, je sais que la chose qui aurait le plus d'impact, ce serait de pas avoir d'enfants. Mais ça, c'était ma limite, que j'ai trouvé que l'expérience humaine, ça impliquait d'avoir un enfant. Et c'est ça, mais est-ce que ça annule tous les autres efforts que j'ai faits? Je sais pas. Non, c'est ça. Puis c'est aussi toujours de comparer avec les efforts que des gens, des entreprises devraient faire, par exemple. Oui. Et ce fameux discours de dire que, ben là, est-ce qu'on va shamer les individus alors que le gros du problème vient des entreprises ou du système et tout ça. Mais là, on est déjà dans le détail de la question. Ouais. Puis, tu sais, si tu veux, si vous voulez, on peut aborder chaque question une à une. Puis, mettons que l'écoterrorisme, mais tu sais, c'est drôle, c'est pour ou contre l'écoterrorisme. Non, le terrorisme, c'est mal. Mais tu sais, on comprend l'idée derrière ça. C'est comme tu as dit, le bottom-up, là, de forcer par la violence ou la désobéissance civile ou le vandalisme les gouvernements à agir quand ils n'agissent pas. Donc, le terrorisme, c'est mal, c'est relatif aussi. Hein, mais ouais, c'est ça. Moi, je pense pas. Mais ma position, c'est de dire, le terrorisme. Donc, peut-être qu'il faudrait donner une définition éventuellement. Mais tout ça pour dire que la manière que je vous propose d'aborder ça, de mon point de vue, d'un point de vue philosophique, parce qu'on peut en parler d'un point de vue sciences politiques, économie, histoire, tout ça. D'un point de vue philosophie morale, c'est ça, il y a différentes théories morales qui nous guident pour répondre à ces questions-là. Est-ce que vous permettez rapidement que je vous les présente? OK. Parce que je vais y faire référence. Donc, il y en a d'autres, mais les trois principales, c'est d'abord l'éthique du devoir, dont le représentant est Emmanuel Kant, dont j'ai parlé tantôt, qui est un philosophe du siècle des Lumières, donc du 18e siècle. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'une bonne action, c'est une action qui est faite par pur devoir. À l'égard de la loi morale dictée par la raison. Donc, tu agis par principe. Tu identifies c'est quoi tes devoirs stricts, genre pas tuer, genre aider les autres qui sont dans le besoin. Ils identifient, ça ressemble étrangement aux 10 commandements. Mais tout ça pour dire que c'est le devoir. Tu le fais par devoir. C'est ça qui fait que c'est bien. C'est que tu l'as pas fait pour tes intérêts, tu l'as pas fait pour les conséquences que ça a entraîné, tu l'as fait parce que c'est bien, puis c'est tout. Fait que c'est pas pire, ça va c'est en accord avec le feeling qu'on a de pourquoi c'est mal de tuer? Parce que c'est mal, c'est non, tu sais, c'est ce feeling-là, que c'est absolu.
Après ça, tu as l'éthique utilitariste, puis là, il y a John Stuart Mill, puis avant lui, Jeremy Bentham. Là, on est plus au 19e siècle avec Mill, que j'ai en tête surtout, puis c'est ça, les utilitaristes, ils disent que l'action est bonne si les conséquences de l'action maximisent le bonheur général puis minimisent la souffrance pour toutes les personnes, la majorité des personnes concernées. Ça peut inclure des animaux. Parce qu'ils peuvent souffrir. Ouais. Puis il y a la notion de souffrance. Donc, l'éthique animale dans l'utilitarisme, c'est très fort. Et après ça, tu as l'éthique des vertus, qui est comme un peu plus space, un peu plus à part, où ça, c'est Aristote qui a élaboré cette théorie-là, qui n'a pas appelé ça l'éthique des vertus. On ne voyait pas les choses comme ça, mais il a écrit un livre qui s'appelle Éthique à Nicomaque. Puis là-dedans, il présente une théorie qui nous dit qu'une bonne action, dans le fond, c'est une action qui est posée par quelqu'un qui est vertueux. Donc, c'est la notion de vertu. Pas au sens chrétien, quoi qu'il y ait des ressemblances, mais au sens en grec, l'excellence de caractère. On reconnaît là, les Grecs, comment ils voient les choses. Fait que dans le fond, c'est la raison encore qui est derrière ça. Puis pour Aristote, une action vertueuse, c'est une action qui est modérée, qui vise le juste milieu. C'est quand même intéressant aujourd'hui, parce qu'on est beaucoup dans les excès puis dans les extrêmes. Donc, de ramener quelque chose d'une position très sobre, finalement, ou en tout cas très rationaliste, consiste à dire qu'une bonne action, c'est une action qui vise le juste milieu dans les actions qu'on pose et dans les émotions qu'on ressent aussi. Donc, l'exemple typique, c'est le courage. S'il y a un danger, il ne faut pas que tu aies peur trop face au danger, parce que là, tu manques d'émotions, t'es lâche parce que t'as peur. Il ne faut pas que tu sois téméraire puis que tu risques ta vie ou la vie des gens impliqués. Il faut que ce soit un juste milieu. Le juste milieu ici, c'est la vertu du courage. T'es courageux quand t'es modéré, finalement. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Il faut être modéré. Ouais. Hein? Donc, quand vous voyez pourquoi je disais, je suis un peu... pas mal aristotélicien, éthique de la vertu. Donc, c'est pour ça, pour moi, le terrorisme. Mais non, pas le terrorisme. Il faut être modéré. C'est absolument pas modéré. Non, c'est ça, exactement. Donc, voici les trois grandes théories. Donc, réaction. Non, je pense que je te suis pour l'instant. Okay. Mais j'ai pas rien à ajouter, disons. D'accord. Non, je ne vais juste pas continuer mon monologue trop longtemps, mais bon, pas le choix. Donc, une chose qu'on peut dire par rapport à l'éco-terrorisme, c'est que, dans le fond, l'éco-terrorisme, c'est de faire le mal pour faire le bien, de la manière que je vois ça, dans le sens où la violence serait un mal. Puis là, je suis comme kantien. Donc, je suis Emmanuel Kant ici en disant la violence, c'est mal. Puis je sais qu'il y a un débat à propos de ça, mais je parle mal moralement. Donc, au niveau de ce qui est bien et ce qui est mal moralement. C'est mal dans le sens où, c'est ce que Kant dirait, on ne veut pas vivre dans un monde où les gens utilisent la violence pour faire le bien. Pour se convaincre les uns les autres. Exact. Donc, c'est le fameux si tout le monde le faisait, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est plus que ça chez Kant, c'est de dire, est-ce qu'un agent raisonnable, une personne raisonnable, c'est important de le dire, voudrait vivre dans un monde où est-ce que les gens utilisent la violence pour arriver à leur fin? Non, on aime mieux vivre dans un monde où est-ce qu'il n'y a pas de violence puis qu'on est tout heureux. Mais c'est un monde idéal. Puis c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, c'est ça qu'on doit chercher idéalement. Donc, moi, je suis d'accord avec ça. Puis tu sais, je le dis humblement, je ne suis pas un expert de ça. C'est vraiment ma position. Puis je suis super ouvert à être réfuté là-dessus. Dans le sens où, pour moi, mettons, l'écoterrorisme ou toutes les actions qui consistent à utiliser la violence pour le bien commun. C'est ça, parce qu'en fait, on disait, je te coupe vite, mais parce que tu sais, on parlait d'environnement, mais ça s'applique à une révolution communiste, n'importe quoi qui est comme, ok, on va passer à travers une période difficile où il va y avoir de la violence parce qu'on va établir quelque chose qui va être bénéfique pour tout le monde. Exact. Ça s'applique à tout finalement, c'est pas juste l'environnement. À tout, puis c'est ça. Puis mon point, c'est de dire que dans le fond, on souhaite pas la violence, on souhaite l'après, on souhaite l'idéal qui est dans le fond un monde qui est bon. Puis c'est des gens qui te diraient, tu sais, un éco-terroriste te dirait, moi non plus, je suis pas d'accord que tout le monde utilise la violence pour convaincre les gens. C'est juste que là, c'est une situation qui est extrême, qui nous dépasse, puis que notre univers va arrêter, notre environnement va arrêter d'exister. Si mais le point de vue des éco-terroristes, de toute façon, c'est que eux-mêmes, c'est pas eux-mêmes le terrorisme, c'est de remplir les décharges et de faire brûler le monde. Et ça, c'est ultra violent, et de déplacer les populations. C'est ça, on est dans la logique de la violence où tout le monde se renvoie à la violence. Pour moi, c'est ça le problème. Puis je dis pas qu'il faut pas, à un moment donné, se fâcher puis faire ce genre d'acte-là. Tu sais, je vais y venir. Pour moi, ça a une place, mais comme le dernier recours. Puis c'est important de le rappeler parce qu'on est tellement sympathique par exemple, aux gens qui vont faire une révolte parce qu'ils veulent changer la société pour le mieux, puis contre les méchants dirigeants et tout ça, avec raison.
qu'on oublie que c'est pas ça qu'on souhaite. C'est un moyen en vue de quelque chose. Puis que si on parle de morale, ben c'est ça mon point, c'est que c'est mal sur un plan moral, mais c'est utile, c'est efficace. Donc, ça relève plus pour moi de la stratégie guerrière puis de la politique, des luttes de force, que de la morale. Fait que là, rendu là, c'est sémantique. Vous comprenez, c'est une question du sens qu'on donne aux mots. Mais si on me demande, est-ce que c'est bien? Non, même, mettons, les guerres. Tu sais, c'est mal, les guerres, pour moi, d'un point de vue... Ce que je veux dire par là, c'est que on doit, selon moi, faire tout ce qu'on peut pour éviter la violence. Puis, mettons la diplomatie, pour donner un exemple. Mais si ça marche pas, puis que là, tu as un envahisseur, puis qui est en train de tuer tout le monde, puis que, ben là, on doit intervenir, mais comme une exception à notre principe, pas comme notre principe d'action. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, à moins de dire, non, la violence, dès le début, il faut qu'on... Non, puis moi, j'ai l'impression que toutes les personnes qui utilisent la violence, même celles qui l'utilisent beaucoup trop, dans leur tête, c'est jamais on va faire ça tout le temps. C'est vraiment juste tout le temps des situations d'exception. Il y a des gens qui se donnent trop de situations d'exception, probablement. Mais... Moi, j'ai l'impression que c'est pas... Là, c'est pas utilisé comme premier recours, c'est comme dernier recours, là, l'écoterrorisme. J'ai l'impression que la violence, elle perdure depuis longtemps et que là, l'écoterrorisme... Oui, c'est ça, sauf que la question, c'est de savoir, puis là, je sais que c'est controversé, mais est-ce qu'on a vraiment pris tous les moyens? Comment on peut respecter, dans le fond, notre principe moral que non, il faut sauver l'environnement, puis c'est très important, faut pas comme... Il faut le défendre, ce principe-là, mais comment on pourrait le faire respecter sans utiliser la violence? Fait que, tu sais, dans le fond, il y a plein d'outils possibles qui sont pas faciles, mais il y en a. Fait que c'est intéressant de savoir donc, à partir de quand c'est le dernier recours? Ça, c'est une question éthique. Est-ce qu'on a vraiment tout essayé? Ou est-ce que finalement, on est tellement fâché qu'on est allé puis on a écouté nos émotions d'indignation légitime, puis que finalement, on a fait quelque chose qui nous place dans le cycle de la violence. C'est important, puis c'est là que je rejoins Aristote de dire, attention, la violence, c'est une pente glissante, c'est un excès, il faut OK, on réfléchit, on pense à une stratégie qui va être utile, qui va être efficace, tout ça, qui va donner des résultats. Parce que ça, c'est l'autre affaire. C'est que si on se dit, bon, ben là, c'est assez, j'ai tout essayé, mettons, regroupement populaire, il y en a des outils. Dans les médias, la politique, il y en a plein, OK? Ça, c'est dans une société où est-ce que tu peux avoir accès à ça. Il y a des sociétés, c'est la dictature, il n'y a rien à... Fait que là, tu sais, pour vrai, qu'est-ce que tu fais? Tu te révoltes, là, tu sais, t'as comme rien d'autre à faire. Mais la question aussi, c'est que peut-on mesurer les conséquences positives que ça va engendrer? Autrement dit, d'un point de vue utilitariste, c'est là qu'on peut faire l'exception. OK, j'ai tout essayé, je suis kantien, je suis modéré, mais là, il y a des limites. Puis là, ça marche pas. Puis là, il faut que ça change. Encore une fois, pensons à des sociétés où est-ce que c'est la dictature qui règne, puis tu n'as aucune place pour d'aller dans les médias puis défendre ton truc. Fait que là, le problème qu'on a, c'est que, d'un point de vue utilitariste, c'est qu'il faut démontrer que l'action qu'on fait maximise le bonheur général. Puis, c'est difficile à démontrer. Et souvent, ces actes-là, dont on parlait de l'écoterrorisme, on peut y revenir, là, c'est vrai que c'est une question spécifique, ben ça paraît comme symbolique, on a de la difficulté à voir les retombées, on en parle dans les médias, mais est-ce que d'en parler dans les médias, ça change les choses? C'est difficile à mesurer. Fait que là, on ne sait pas trop comment se positionner par rapport à ça. On n'essaierait même pas de mesurer le bonheur que ça va procurer. C'est vraiment juste une question de survie à ce point-ci. C'est comme... Ouais. C'est sûr que ça va être positif parce qu'on va vivre, puis sinon on va juste plus exister. C'est bon ça. Mais dans cette optique-là, c'est vraiment juste, c'est pas comme une bonne action, c'est juste le moindre mal. La bonne action, c'est de vivre dans une société où est-ce que tout le monde ensemble, on sauve l'environnement. C'est important de se rappeler que c'est ça. Puis dans la dictature, je reviens à ça, dans une dictature, si les personnes se révoltent, puis ils prennent les armes, puis ils vont tuer des dirigeants parce qu'ils sont fâchés, est-ce que, tu sais, qu'est-ce qu'on va dire? C'est des mauvaises personnes. C'est touché, à quelque part, c'est mal de tuer, mais ce qui est mal, c'est le système qui a engendré ça, n'est-ce pas? Donc, dans cette optique-là, c'est ça change la donne. Fait qu'on revient toujours à l'idéal qu'on doit viser. Puis je sais que c'est pas très populaire là, de penser à l'idéal parce qu'on veut parler du concret, de la réalité physique, des gens concrets qui vivent des souffrances concrètes, mais c'est justement en ayant l'idéal comme guide qu'on peut changer la situation concrète. Il faut jamais oublier que c'est ça qu'on vise et non pas, selon moi, et non pas la violence ou même exprimer nos émotions d'indignation et de colère. Mon modèle, c'est le sage.
c'est pas le militant ou le révolutionnaire. Mais j'accepte bien sûr toutes les possibilités, d'autant plus que je connais pas bien, je reconnais la logique du révolutionnaire ou du militantisme. Quelque chose qui est une abstraction pour moi. Tu sais. Je trouve ça spécial. Je me dis, on pourrait pas s'entendre tout le monde puis jaser. Puis je sais que c'est pas possible, mais vous comprenez? Oui. Fait que je suis dans la logique de l'idéal. Donc, l'écofascisme. Oui. Ça, OK. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est quand même... Ça, peut-être. Mais puis comment moi je le vois, puis c'est ça, ça se peut ouais. que je le vois pas bien de la bonne façon, mais puis j'ai pas d'exemple de société écofasciste du tout, mais c'est un mot que j'entends souvent, puis j'ai l'impression que c'est ça, c'est bon mot, ça serait vraiment une structure, c'est le gouvernement qui impose plein de lois puis plein de mesures, peu importe ce que la population veut, même si la population est pas d'accord, pour préserver l'environnement. Ouais, oui. Ouais, mais ça, c'est pas un terme un peu inventé par les gens qui sont fâchés parce qu'il y a des taxes sur les VUS et des trucs comme ça. C'est sûr que c'est récupéré par eux autres. C'est un maudit bon point. Mais en même temps, je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut concevoir qui pourrait exister. Tu sais, les gens qui, justement, dans le même ordre d'idée, qui vont critiquer la dictature sanitaire. Puis il y a un vrai enjeu là. Il y a un vrai enjeu d'utiliser la sécurité des gens puis leur santé pour les exploiter, pour les contrôler. Ben, il pourrait y avoir ça avec la question environnementale. Fait que c'est ça qu'on voudrait éviter. Quand même, de mon point de vue, tu sais, je suis comme ouvert pas au fascisme, mais au fait de, mettons, mettre de côté ou de tempérer certaines libertés individuelles au profit d'un bien supérieur. Et évidemment que c'est controversé, puis tout est dans la manière, mais je trouve que là, vraiment, c'est une logique utilitariste. Puis, ça dépend des libertés, premièrement. Mettons que les libertés qu'on va sacrifier relèvent plus du confort. On a entendu cet argument-là. Ferrandez a beaucoup fait valoir ça. Hey, votre voyage dans le Sud, vous devriez vous sentir coupable. Puis, mais c'est intéressant. C'est un bon point. C'est que peut-être qu'on est rendu là à changer notre mode de vie. Ben, peut-être. Oui, on le sait qu'il est problématique. Fait que c'est sûr que tout le monde, faut qu'il c'est qu'on ne change rien. Puis, sauf que, est-ce qu'on va enlever nos libertés individuelles, comme on disait tantôt, alors que les entreprises, c'est eux qui font le gros du problème? Il faut que tout le monde fasse sa part. Donc, selon moi, on peut sacrifier certaines libertés si elles relèvent du confort et que, dans le fond, ça maximise le bonheur général de vivre dans un monde où est-ce qu'il y a moins de catastrophes naturelles, moins de souffrances, etc., etc. Le problème politique qui en découle et tout ça. Puis il y a des affaires de mesures en place. Puis là, on tombe vraiment en sciences politiques, mais faut qu'on soit sûr que ces pouvoirs-là qui sont pris, ces pouvoirs extrêmes-là qui sont pris temporairement, sont laissés après. En général, quand un gouvernement prend plus de pouvoir, c'est très rare qu'il le relâche après. C'est là la naïveté de ce genre de discours que je tiens puis que je suis conscient de tenir, c'est que il y a une réalité politique. Tantôt, je disais, c'est un peu abstrait. Ouais, mais c'est indispensable d'en tenir compte, sinon ça marchera pas. T'as beau avoir un idéal, si c'est contrecarré par la réalité politique que tu viens de dire. Mais j'en étais conscient. C'est justement, je l'avais noté, là, je me disais, c'est ça, premièrement, on ne sacrifie pas les libertés comme ça. Là. Ah, ben oui, pas de problème, vive l'environnement. C'est comme, wow! Tu sais, ça me fait penser au couvre-feu, tu sais, pendant la COVID. Ouais. C'est un peu le même principe. Donc, il faut toujours faire attention. C'est une leçon de politique, celle que tu viens de nous rappeler. Mais est-ce que, pour cette raison, on est dogmatique puis on se dit jamais toucher aux libertés individuelles, quelles qu'elles soient? C'est là que je me dis, je me lance, puis je me prononce, puis je me dis, non, mais on peut en discuter. C'est fait en respectant la dignité des personnes dont on sacrifie la liberté. Si tout le monde fait leur part en commençant par les grandes entreprises, c'est super bien encadré, parce que sinon, on fait quoi? On se braque chacun de notre bord, puis là, c'est ça. Oui, puis sinon, il y en a... Parce que c'est ça, on parlait de consensus tantôt, il y en on est dans... Je pense, je m'attends pas à ce qu'il y ait un consensus, puis que tout le monde... Et les entreprises, surtout, tout d'un coup, soient comme non, il faut vraiment que les choses changent, puis on le fait dans les 2 prochains mois, puis c'est urgent, puis c'est ça. Fait que j'ai l'impression qu'à un moment donné, c'est ça. La seule avenue, tu sais, c'est peut-être moi qui est très, très défaitiste, mais la seule avenue que je vois pour changer la situation en ce moment, c'est quelque chose d'imposé, soit par des gens qui soit par l'écoterrorisme, soit par un gouvernement qui... Mais je pense pas que ça serait ça non plus. J'ai l'impression que c'est ça, c'est des gens qui vont imposer leur point de vue de c'est super important, faut que ça change, fait qu'on va le faire sans attendre le consensus, c'est vraiment ça. Mais... Ben oui, c'est comme par des lois. Moi aussi, c'est le feeling que j'ai, mais est-ce qu'on oublie un paquet d'autres considérations qui... Mais tu sais, c'est parce que sinon, si on fait quoi? C'est un peu ça. C'est qu'à un moment donné, on le voit bien, là, qu'on sait très bien, tu sais. C'est pas qu'on comprend pas, je pense. Hein? Il y a peut-être aussi quand même un problème au niveau de la pensée, au niveau de l'éducation, en lien avec ce que je disais en introduction, que finalement,
on considère vraiment la nature comme un instrument, comme un outil. Puis ça nous sort pas, c'est à notre disposition, c'est historique, ça remonte à loin. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose là qu'il faut changer notre conception de la nature, mais donc, l'éducation joue un rôle. Mais après ça, là, il est tard, qu'est-ce qu'on fait? Donc, des lois, moi aussi, c'est mon sentiment. Puis au-delà de tout ça, mettons, parce que on sait que quoi qu'on fasse, de toute façon, dans 14 milliards d'années, c'est fini. Il n'y aura plus de nature. Est-ce que... donc là, on peut considérer la solution qui est d'aller explorer hors de la Terre, mais pour sauver l'humanité, est-ce que... mais ça, si on fait ça en ce moment, j'ai l'impression qu'on s'éloigne beaucoup de la nature et potentiellement, c'est encore... du consumérisme. Enfin, en tout cas, ça continue de détruire la planète maintenant. Est-ce que c'est une option éthique, on pourrait dire. Ouais, parce que oui, puis nos moyens d'aller explorer l'espace sont hyper polluants en ce moment. C'est ça que j'essaie de dire. C'est ça. Mais est-ce que c'est un bon moyen de préserver la vie et tu sais, même potentiellement, on emmènerait des graines pour planter des arbres sur Mars, dans le futur. Mais tu sais, c'est toujours la même histoire. C'est que dans le fond, tu as vraiment l'idéal éthique, puis tu as la réalité pratique qui est le moindre mal. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça se peut qu'on se dise, ben là, tu sais, ça marche pas de toute façon. Est-ce qu'on va recommencer comme il faut ailleurs? Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que c'est mal dans le sens que si on en est rendu là, c'est parce qu'on a détruit la planète. Ah, ça, c'est sûr que c'est mal? Ben, pour moi, c'est sûr que c'est mal dans le sens où la raison pour laquelle on en est là, c'est qu'on a détruit la planète. Puis si on accepte, comme on l'a dit tantôt, que la nature a une valeur parce que c'est aussi notre but, notre finalité, ben c'est sûr que c'est mal, qu'on a erré, qu'on a mal agi. Même que j'irais jusqu'à dire, si on consultait les gens, on leur disait, est-ce que c'est ça, dans le fond, qu'on voulait? Personne ne dirait c'est ça qu'on veut, c'est ça qui est arrivé. Puis on est comme un peu niaiseux, puis on arrive à ce point-là. Donc, on veut pas ça, mais on l'a fait. Puis ça, c'est vraiment ce qui arrive quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il fait, qui réfléchit pas, qui agit mal. Fait que c'est dans ce sens-là, vraiment dans ce sens-là, pas d'un point de vue dogmatique, tu sais. Mais après ça, est-ce qu'on s'autodétruit pour se punir? Fait qu'à un moment donné, tu deviens pragmatique. Mais cette logique-là, pour moi, c'est la logique du moindre mal. C'est comme, bon, ben, on a tout détruit, ben, au moins, on va sauver les meubles. Fait que c'est un peu ça, comme ça que je vois aussi les autres tentatives qu'on va trouver, des fois maladroites, des fois violentes, des fois désobéissances civiles. C'est comme, parce que c'est pas ça qu'on souhaite, c'est pas l'idéal, mais des fois, on en arrive là parce que l'idéal n'arrive pas, puis qu'à un moment donné, il faut que ça bouge. Fait que ça veut pas dire que c'est pas utile, c'est pas nécessaire. Puis souvent, les changements sociaux, on le sait, vont être accompagnés de bousculements. Ben, justement parce que les gens, ils savent, mais ils le font pas. Fait qu'à un moment donné, on parle de loi, mais c'est la même logique de dire, ben là, il faut qu'on check la cage un peu parce que sinon, ça change pas. Donc, c'était de ramener la distinction entre le bien et le moindre mal. Différence entre faire le bien puis faire qu'est-ce qui est stratégique, pratique, ce genre de choses. Peux-tu amener la question dans une autre direction? Parce que j'ai l'impression que c'est ça que tu allais te demander. Parce que tu as commencé ton autre question de sachant que dans 14 millions d'années, tout est fini de toute façon. 14 milliards. 14 milliards d'années. Merci pour le timeline. Sachant que tout est fini, est-ce que l'autre question, ça serait à quoi bon? C'est-tu vraiment utile d'essayer de sauver la Terre maintenant? Si on sait que ça sera pas... Si c'est pas infini puis que ça va finir à un moment donné, pourquoi dans 14 milliards d'années plus que maintenant? Genre, il y a peut-être un peu de ça de à quoi bon? Je sais pas. Oui. Ouais, c'est pas ça que j'amenais, mais oui, ça c'est sûr que oui. Mais ça revient à la question. Fait que là, on boucle la boucle. Ça, c'est le fun quand ça arrive. Non, mais c'est vrai, c'est que dans le fond, c'est l'idée que, mais en fait, tout ça est absurde. Bon, on est les fourmis qui se démènent dans le miel, puis on est pognés là-dedans. Non, mais c'est vrai pareil. Fait que si on a une perspective vraiment plus big picture, puis un peu plus quasiment, justement, spirituelle ou cosmique, en fait, devrais-je dire, c'est fou parce que pourquoi tout ça? Puis c'est important, cette question existentielle. Puis je pense que la réponse, c'est pas d'abandonner. Puis c'est pas de dire, bon, ben on s'en fout parce que de toute façon, ça va disparaître. Vous le savez, on va disparaître, on va mourir chacun de nous. Est-ce qu'on s'en fout? Non, c'est super important, c'est précieux. Quand on sait qu'on va mourir, on accorde plus de... Oui, c'est un très bon point. C'est une très bonne analogie à faire avec quoi. Ouais, c'est ça. On le sait. Nous, on le sait qu'on va disparaître à chaque moment, mais on en profite puis on le maximise le temps qu'on a. Ouais. Ben, c'est pour ça que, comme je disais un peu à la blague, le suicide... Bof! Ben, c'est pour ça, tu sais, c'est Camus qui dit ça. La question, par exemple, c'est le suicide. La question importante, dans le sens à quoi bon? Pourquoi, si c'est absurde? Mais c'est la question importante pour dire, justement, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Parce qu'il ne faut pas se faire d'accord qu'il y a un sens puis une valeur prédéterminée. Ça dépend vraiment juste de nous jusqu'à un certain point. On est responsable. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça qu'on a essayé de chercher comme solution. La question environnementale, c'est une question humaine. C'est une question humaine. T'es-tu convaincu par la réponse? Oui, mais moi j'aime bien Kant parce que je me souviens que j'avais un ami et j'essayais ça m'énervait que chaque jour il prenne des tasses en carton pour son café plutôt que d'avoir une tasse réutilisable, et ça m'énervait. Il disait oui mais à quoi bon, on s'en fout, et je me disais oui mais c'est comme ça me démange, c'est mon éducation. C'est juste c'est ça, genre, moi mes parents ils m'ont appris à pas gaspiller, à pas entasser des choses, à pas et ça me si je mettais toutes ces tasses à côté de lui à la fin de l'année, ça me rendait complètement folle d'imaginer la quantité de déchets qu'il produisait. Mais ça c'est ce que Jean-Paul Sartre appelle la mauvaise foi, puis que je trouve intéressant, c'est de dire que dans le fond on le sait toutes qu'on est responsable, parce qu'on sait tous qu'il y a juste ça, il y a juste nous. Puis fait que on peut faire le bien, on peut faire le mal. Et donc, ce qu'il dirait, Sartre, c'est que la personne qui utilise son verre en carton, c'est de l'aveuglement volontaire. Il sait très bien que c'est mal, mais dans le fond, il est lâche, il est faible, il trouve que l'effort vaut pas la peine. Ouais, il est de mauvaise foi, il est vraiment... c'est un genre de nihiliste, là, puis en plus, il justifie par ça. Mais dans le fond... il sait très bien que si tout le monde le faisait, ça serait mal, mais c'est ça, il est égoïste, puis il est lâche, puis il est faible. Fait que ça, c'est intéressant, je trouve, l'idée de la mauvaise foi, c'est de dire que dans le fond, si on agit mal, si on détruit la planète, c'est pas parce qu'on ne sait pas quoi faire, c'est parce qu'il y a comme une faiblesse en nous, il y a comme quelque chose qui fait qu'on veut se déresponsabiliser de notre responsabilité parce qu'elle est trop lourde à porter. Ça, je trouve ça intéressant, parce que dans le fond, je dis on est responsable, mais on pourrait dire je veux pas être responsable, c'est ben trop lourd à porter. Fait que c'est une manière de fuir sa responsabilité, de dire ben non, là, de toute façon, ça va être fini dans une couple de milliards d'années. Ouais. Merci beaucoup, Martin. Ça fait plaisir. Merci du temps que tu as mis là-dessus, on apprécie énormément. Ça fait plaisir. Donc, tu t'en sors grandi, Emma. T'as appris plein d'affaires. Je sais que toi, t'as dû apprendre vraiment plein d'affaires. Tu connais ça. Ouais, mais j'en sors vraiment frustrée parce que j'étais sur le point de dire vibrateur, et finalement Colin a conclu l'émission et a offert un dildo à Martin Ariola. Ouais. Qu'on n'a pas gardé à la caméra parce que c'est quand même un prof au cégep, puis nous et lui trouvaient ça vraiment weird de lui offrir un jouet sexuel à la caméra. Mais on lui a donné un... Ouais. Donc tu pourras pas garder le jouet. Je suis vraiment désolé, Emma. Non, c'est ça, puis... je pense que pour respecter sa vie privée, on va pas... Mais il a dit qu'il allait pas le garder, il a dit qu'il allait l'offrir. Mais cela dit, moi j'ai lu la carte de ce que c'était, puis... ça avait de l'air nice. Solide cadeau. Le symbiose, c'était ça? Non, Ouais, c'est un truc de couple hétéro. Mais OK, on le dit pas. OK, parfait. Et un gros merci à Eros, parce que je pense que les amis de Martin Ariola sont très chanceux. Ils vont être très contents, ils vont se faire des très bons amis.